J'ai en effet longtemps cru, je l'ai même écrit dans un article, qu'il y avait, disons, un vouloir écrire en soi, et que écrire était en quelque sorte un verbe, dans certains cas bien sûr, un verbe intransitif, sans complément d'objet. Qu'est-ce que vous faites? J'écris. Bien sûr, au bout d'un certain temps, vous demandez qu'est-ce que vous écrivez maintenant. Mais disons qu'il y a un emploi normal de écrire comme verbe intransitif. Eh bien, maintenant, j'en suis moins sûr. Peut-être que vouloir écrire, ça veut toujours dire vouloir écrire quelque chose. Donc, que vouloir écrire a toujours un objet fantasmatique. Et par conséquent, il y aurait à ce moment-là des fantasmes d'écriture. Car il faut prendre à ce moment-là d'ailleurs l'expression fantasme d'écriture dans sa force désirante, c'est-à-dire comprendre le fantasme du vouloir écrire quelque chose à égalité avec les fantasmes dits sexuels. Un fantasme sexuel, je me réfère toujours à la définition du Laplanche et Pontalis, un fantasme sexuel, c'est un scénario avec un sujet qui est toujours moi, qui est je, et un objet typique, une partie du corps, une pratique, une situation. La conjonction du sujet et de l'objet fantasmé produisant un plaisir, puisqu'il y a un plaisir du fantasme. Donc le fantasme d'écriture, ce serait à ce moment-là un scénario où je me verrai, où je m'imaginerai, où je me verrai, moi, c'est-à-dire chacun de vous et moi, produisant un objet littéraire, c'est-à-dire l'écrivant. Et bien entendu, ici, comme toujours, le fantasme gomme les difficultés, les fiascos de réalisation. Donc, moi, écrivant quelque chose, ou plutôt sur le point de le terminer. Alors, quel objet peut être fantasmé? Évidemment, cela dépend du sujet, et cela dépend de 1000 données individuelles, et je dirais que selon une typologie très grossière, acceptons-la, mais peut-être un poème, peut-être une pièce de théâtre, peut-être un roman, mais je dis bien, n'est-ce pas, fantasme de poème, fantasme de roman. D'ailleurs, il est très possible que le fantasme lui-même reste grossier et soumis à une typologie très grossière, qui serait dans ce cas-là les genres littéraires. On pourrait, au fond, peut-être, ce serait une nouvelle définition du genre littéraire une notion sur laquelle on a beaucoup réfléchi ces derniers temps et théorisé d'une façon excellente, notamment Todorov et la revue poétique, n'est-ce pas? Mais on pourrait peut-être ajouter une définition un peu paradoxale et un peu farfelue. Le genre littéraire, ce serait ce qui est fantasmé, finalement, quand on veut écrire. Donc, comme le fantasme sexuel lui-même est codé, le fantasme d'écrire serait lui aussi codé. En fait, c'est un problème immense, petite digression, le code, la codification des fantasmes, et notamment des fantasmes sexuels, qui semblent aussi liés à des structures sociales. Je dis ça parce que j'ai eu l'occasion récemment de regarder aux États-Unis, à New York, où j'ai été il y a quelques semaines, les annonces de journaux homosexuels. On pourrait faire le même travail sur les petites annonces qui paraissent par exemple dans Libération et dans le Nouvel Observateur. Eh bien, j'ai été frappé par le fait que ces petites annonces reflétaient, exprimaient, dépendaient d'un code absolument implacable. C'est-à-dire que ce sont toujours la demande fantasmatique est absolument et rigoureusement et grossièrement codée. Beau, musclé, affectueux,
pouvant tout faire, rondeler, enfin peu importe, il y a une série d'adjectifs, et en face, il y a le code négatif, n'est-ce pas, qui est aussi implacablement stéréotypé. Je reviendrai peut-être d'ailleurs là-dessus en tant que problème de l'amalgame. No fads, no drugs, no sadomasochistes, no femmes. Bon, nous reviendrons peut-être là-dessus. Donc, sur ce fantasme d'écriture dirigé vers le poème ou le roman, par exemple, ou la pièce de théâtre, je voudrais faire une remarque générale, c'est le rapport précisément du code et du fantasme. Je reviens un peu sur ce que j'ai amorcé avec les annonces des journaux gays de New York. C'est un problème très important. Je dirais qu'une société, sans doute, peut se définir par la rigidité de son code fantasmatique. Par exemple, précisément aux États-Unis, et sur le plan du monde sexuel, il y a un véritable catalogue codé d'images. Parce qu'il s'agit d'une société, vous le savez, c'est banal de le dire, où les images, les imagos, si vous voulez, les images, sont de véritables objets de consommation. On peut se demander d'ailleurs si finalement le mouvement du monde actuellement, l'extraordinaire boom des médias en particulier, ne fait pas que les images sont le principal objet de consommation. Enfin, il y a une assomption extraordinaire de l'image comme objet de consommation. Et dans le cas justement des journaux dont je parlais, le code est d'autant plus évident qu'il porte sur des désirs réputés non conformes, puisqu'il s'agit du monde de l'homosexualité. Je crois en effet que le fait majeur de l'homosexualité dans la société présente, c'est qu'elle est implacablement et incessamment récupérée par un code intérieur à elle-même. Et en un sens, le code à ce moment-là, le code qui est mobilisé par les homosexuels eux-mêmes, ce code est en quelque sorte supérieur et extensif à la loi. La loi repousse l'homosexualité dans la marge, mais dans cette marge même, l'homosexualité recrée un code qui fonctionne à l'intérieur d'elle-même comme une loi seconde. Et par conséquent, à ce moment-là, les contraintes du type, c'est-à-dire de la typologie, je vous en ai donné un exemple, l'emportent sur l'interdit, ou est une forme seconde et retorse de l'interdit recréé. Alors, est-ce que dans ce cas-là, il peut y avoir des fantasmes, je dirais, subtils, des fantasmes originaux? Eh bien, on peut se le demander. Peut-être ces fantasmes marginaux, originaux, peuvent exister, mais précisément selon une marginalité presque invisible. Ils ne peuvent à ce moment-là se faire entendre, sauf à passer précisément à l'ordre littéraire. Un homme, exemplaire sur ce point comme sur d'autres, a, je crois, bien vu et pratiqué ce problème, c'est Sade, qui semble avoir été très conscient et obstinément conscient du problème, car il a élaboré minutieusement des catalogues de fantasmes non codés, en particulier dans les 120 journées de Sodome, ou plutôt, parce que bien sûr on a une impression de code très fort, hein, ou plutôt ce qu'il a fait, parce qu'il ne pouvait pas faire plus en réalité, c'est qu'il a proposé des variations du fantasme à l'intérieur d'une catégorie très codée. Par exemple, la nécrophilie, la scatophilie, le sadisme proprement dit. Alors, il y a des catégories, des genres extrêmement codés, il les accepte, mais à l'intérieur, il essaye de varier le fantasme. C'est précisément le propos des 120 journées de Sodome. Eh bien, peut-être qu'il y a une dialectique analogue, je dirais, de la langue-parole, c'est-à-dire du code et de sa performance. Il y a peut-être une dialectique analogue pour le fantasme d'écriture.
C'est-à-dire que pour fonctionner, pour se mettre en train vers le réel, le fantasme du poème ou du roman doit rester à même une image grossière et codée qui est le poème, le roman. Est-ce qu'on peut commencer à écrire, donc à se mettre dans le vouloir écrire d'un objet, est-ce qu'on peut commencer à écrire sans d'abord fantasmer le code des objets scriptibles, à savoir le poème, le roman? Est-ce qu'on peut commencer à écrire sans se dire je vais écrire un poème, je vais écrire un roman, je vais écrire un essai, je vais écrire une thèse? Et ce n'est qu'en luttant avec le réel, j'entends bien le réel d'écriture, pas le réel du monde, c'est un autre problème. Ce n'est qu'en luttant avec le réel, c'est-à-dire avec la pratique d'écriture poétique ou romanesque, que le fantasme se perd comme fantasme et à ce moment-là atteint le subtil et l'inouï. Par exemple, Proust, qui me sert très souvent d'exemple, comme vous l'avez vu, Proust, et je m'expliquerai là-dessus une autre fois, Proust a fantasmé l'essai, dans le conte Sainte-Beuve, il a fantasmé le roman, et nous reviendrons plus tard à cette dichotomie, mais en fait, ce qu'il a écrit, donc il a eu deux fantasmes pendant très longtemps, des vrais fantasmes puisqu'il n'arrivait pas à écrire. Donc il était dans le fantasme, il n'était pas vraiment dans le réel d'écriture, mais quand il s'est mis à écrire, ce qu'il a produit, je dirais que c'est une tierce forme, ni roman, ni essai, ou les deux à la fois, à savoir la recherche, et il n'a pu commencer à écrire son œuvre précisément qu'en abandonnant la rigidité du code fantasmatique. Le fantasme, donc, tout ça c'est très banal, je crois, mais je vais le répéter tout de même, car je ne me fais pas gloire de ne pas être banal. Le fantasme, c'est comme une énergie, comme un moteur qui met en marche, mais ce qu'il produit ensuite réellement ne relève plus du code. Donc, le fantasme d'écriture, je dirais, sert de guide à l'écriture et il faut l'accepter. C'est un fantasme grossier qui sert de guide à l'écriture et qui permet le début de l'écrire, le passage du vouloir écrire à l'écrire. Et le fantasme, à ce moment-là, peut être figuré comme une sorte de guide initiatique. Il y a un pouvoir initiatique du fantasme, et à ce moment-là, eh bien, le fantasme, ça serait, pour celui qui écrit, ça serait comme Virgile pour Dante, ou Proust pour nous. Bon, eh bien, vous avez compris, ou d'ailleurs vous le savez déjà, ne serait-ce que parce que je l'ai dit et écrit, notamment au cours du colloque de Cerisy, il y a 1 an et demi, vous avez donc compris que le vouloir écrire dont je parle ici, c'est celui du roman, et que la forme fantasmée, ça n'est pas le poème ou la pièce de théâtre, c'est le roman. Et j'ajoute que j'ai entendu dire, qui est le trajet coutumier de la rumeur, que j'étais en train d'écrire un roman. Ce qui est rigoureusement faux. Car si cela était, si j'étais déjà dans l'écrire un roman, je ne pourrais évidemment pas proposer un cours sur sa préparation, tout simplement parce que écrire a besoin de clandestinité. Et à ce sujet, j'indique, puisque nous sommes dans une communication amicale et personnelle, que j'ai vu qu'il était dit aussi dans certains journaux que j'étais en train d'écrire, ce sont toujours des nouvelles que j'apprends sur moi-même aussi, que j'étais en train d'écrire un scénario sur la vie de Proust pour un film avec André Téchiné. Il n'en est absolument rien. Et je dirais même que le fait que ça a été publié m'incline à penser que je ne l'écrirai jamais. Bien. Donc, je n'écris pas un roman, j'en suis au fantasme de roman, mais évidemment, je suis disposé, je suis décidé à pousser le fantasme lui-même aussi loin que possible,
à ce point alternatif qui se produira immanquablement, ou bien le désir tombera, c'est ce qui arrive peut-être de mieux au fantasme, ou bien le désir tombera, ou bien il rencontrera le réel d'écriture, et ce qui s'écrira ne sera pas le roman fantasmé, et probablement ça ne sera même pas un roman. Donc pour le moment, nous restons au plan du fantasme, ce qui modifie évidemment du tout au tout la façon, ou la méthode, si vous voulez, dont nous pouvons employer le mot roman. Je voudrais bien insister là-dessus, il n'y ait pas d'équivoque de type méthodologique, n'est-ce pas? Ce dont je parle, c'est d'un fantasme d'un roman fantasmé, et non pas du roman. En effet, ce que j'appelle roman, c'est pour le moment un objet fantasmatique qui ne veut pas, qui refuse, qui ne veut pas, consciemment, délibérément et obstinément, être pris en charge par un métalangage scientifique, historique ou sociologique. Il y a donc une mise entre parenthèses, je dirais, sauvage et aveugle, une sorte de suspension d'époquée du commentaire sur le roman en général. Il n'y aura pas de commentaire sur le roman en général, il n'y aura pas, ce que j'appellerais pour simplifier, de méta-roman. Par exemple, je ne parlerai pas, et donc je ne tiendrai pas compte de la sociologie historique du roman. C'est-à-dire, là, je vais donner une série de citations, du roman comme destin d'une civilisation.